Imaginez-vous découvrir que toute votre vie n'a été qu'un mensonge élaboré par la personne que vous aimez le plus. Que chaque baiser, chaque promesse, chaque « je t'aime » ait fait partie d'un théâtre macabre conçu pour vous détruire de l'intérieur. C'est l'histoire la plus perturbante que j'ai entendue depuis des années. Et ce qui m'a le plus choqué n'a pas été la trahison en soi, mais la froideur calculée avec laquelle chaque mouvement a été exécuté. Ce que vous allez entendre va vous glacer le sang, mais cela va aussi vous montrer de quoi nous sommes faites, nous les femmes, quand nous touchons le fond. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Laissez-moi en commentaire votre ville ou votre pays. Cela me fascine de savoir que cette histoire atteint tant de coins du monde. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant, car des histoires comme celle-ci doivent être racontées, doivent être entendues et doivent parvenir à chaque femme qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'elle n'est pas seule. Cliquez sur le bouton d'abonnement, c'est gratuit et cela m'aide énormément à continuer à apporter ces histoires qui changent des vies. Je m'appelle Éléonore, j'ai 28 ans et pendant longtemps, j'ai cru connaître le sens de la douleur jusqu'à ce que je découvre ce que signifie vraiment se faire arracher l'âme en souriant, en pensant vivre un conte de fées. J'ai grandi dans une ferme de lavande en Provence, entourée du parfum éternellement doux des fleurs mûres et du chant perpétuel des cigales à l'aube. Mon enfance a été un refuge de tranquillité au milieu d'un monde qui, même si je ne le savais pas alors, me préparait aux tempêtes à venir. Nous venions d'une famille de militaires. Mon grand-père, mes oncles, tous avaient donc servi le pays avec honneur, mais avaient aussi ramené à la maison les cicatrices invisibles d'une profession qui endurcit le cœur et corrompt parfois l'âme. Dès mon plus jeune âge, j'ai été témoin de conversations chuchotées sur les infidélités, sur des camarades qui avaient abandonné leur famille, sur la tentation constante qui entourait les hommes en uniforme. Je me souviens très bien des larmes silencieuses de ma tante lorsqu'elle a découvert que son mari avait une autre famille dans une autre ville. Je me souviens des discussions nocturnes entre mes parents lorsque des rumeurs circulaient qu'un autre officier avait été surpris dans des situations compromettantes. Ces images se sont gravées dans mon esprit comme des avertissements, comme des signaux d'alarme que je me suis promise de ne jamais ignorer. Mon père, le colonel Henri Dubois, était un homme aux principes inflexibles et à la discipline militaire, mais il était aussi le géant doux qui me portait sur ses épaules pour que je puisse atteindre les pommes les plus sucrées de l'arbre du jardin. Il travaillait dans le renseignement militaire, spécialisé dans les cas d'enlèvement et d'extorsion, un travail qui le tenait éloigné pendant des semaines entières, mais qui lui avait aussi appris à valoriser chaque instant à la maison, comme si c'était le dernier. Nous étions 3 sœurs, moi la plus jeune, Charlotte l'aînée et Sophie la cadette. Et notre mère, Madame Isabelle, avait consacré toute sa vie à nous élever avec la férocité protectrice d'une lionne et la tendresse infinie d'une sainte. Elle n'a jamais eu à travailler en dehors de la maison, car papa avait insisté pour que sa seule responsabilité soit de prendre soin de nous et de nous guider, et elle l'a fait avec un dévouement héroïque. Pendant que papa luttait contre les démons du monde extérieur, maman construisait notre foyer comme une forteresse d'amour inconditionnel. Les premières années de ma vie se sont déroulées dans une bulle dorée de protection familiale. Je courais pieds nus parmi les champs de lavande. Je poursuivais des papillons jaunes les après-midi d'été et je m'endormais chaque nuit bercée par les histoires que maman nous racontait sur des princesses courageuses qui sauvaient leur propre royaume. À l'école du village, j'étais connue comme la fille du colonel, un titre qui me remplissait de fierté, mais qui me chargeait aussi d'attentes que je sentais parfois trop lourdes pour mes petites épaules. Tout a changé quand j'ai eu 14 ans. Mes parents, après 20 ans de mariage qui avaient résisté aux séparations, aux dangers et aux pressions constantes de la vie militaire, ont décidé de divorcer. Ce ne fut pas un processus violent ou dramatique. Au contraire, ce fut la séparation la plus civilisée que j'ai jamais vue. Mais pour moi, cela a représenté l'effondrement de tout ce que je croyais vrai sur l'amour et la permanence. Papa a déménagé à Paris pour prendre un nouveau poste au ministère de la Défense. Et bien qu'il nous rende visite chaque week-end religieusement, ce n'était plus pareil. La maison semblait vide sans son rire retentissant,
remplissant les couloirs, sans le bruit de ses bottes militaires résonnant sur le parquet chaque après-midi quand il rentrait du travail. Maman a sombré dans une tristesse silencieuse qui a duré des mois, et bien qu'elle ne nous ait jamais laissé sentir que nous étions sans défense, je pouvais voir dans ses yeux qu'une partie d'elle s'était brisée pour toujours. Au milieu de ce chaos émotionnel, j'ai commencé ma rébellion adolescente. J'ai cessé d'être la fille obéissante et studieuse que j'avais été toute ma vie, et je suis devenue une version sauvage de moi-même qui effrayait même mes propres sœurs. J'ai commencé à sortir en cachette avec des amis que mes parents n'auraient jamais approuvés, à fréquenter des endroits qui mettaient en danger non seulement ma réputation, mais ma sécurité, et à me comporter de manière que je reconnais aujourd'hui comme des cris désespérés pour l'attention d'un père que je sentais avoir perdu pour toujours. C'est pendant cette période tumultueuse que j'ai rencontré Marc, un jeune homme de 17 ans qui travaillait au garage du village et qui avait cette combinaison dangereuse de sourire charmant et de rébellion juvénile qui est irrésistible pour une adolescente blessée. Marc représentait tout ce que mes parents méprisaient. Il venait d'une famille dysfonctionnelle, avait abandonné l'école et avait des antécédents criminels mineurs pour des bagarres de rue. Mais pour moi, il était la liberté incarnée. Notre relation a commencé comme une romance secrète, remplie de rencontres clandestines et de promesses éternelles, chuchotées sous le clair de lune. Marc me faisait me sentir spéciale. Il me disait que j'étais différente de toutes les filles riches qu'il connaissait, qu'avec moi il avait découvert ce que signifiait aimer vraiment. Moi, affamée d'affection et de validation après le divorce de mes parents, j'ai bu chaque mot comme de l'eau dans le désert. Quand papa a découvert notre relation, car dans un petit village, il est impossible de garder des secrets longtemps, sa réaction a été explosive. Non seulement il m'a interdit de revoir Marc, mais il a menacé le jeune homme de conséquences légales s'il s'approchait de moi à nouveau. Pour un colonel de l'armée avec des contacts dans toutes les sphères du pouvoir local, ce n'était pas une menace en l'air. Et Marc a disparu de ma vie du jour au lendemain sans même me donner d'explication. Cette perte, ajoutée à la douleur du divorce de mes parents, m'a plongée dans une dépression adolescente qui a duré presque 2 ans. Je suis devenue introvertie, mes notes ont chuté et j'ai développé une profonde méfiance envers les hommes que j'ai portés avec moi pendant des années. Maman, inquiète de mon état mental, m'a emmenée en thérapie psychologique chez une docteure de la capitale qui m'a aidé à comprendre que mes comportements autodestructeurs étaient des symptômes de traumatismes émotionnels non traités. Lentement, avec beaucoup de travail intérieur et le soutien inconditionnel de ma famille, j'ai commencé à guérir. J'ai recommencé à me concentrer sur mes études, j'ai redécouvert ma passion pour la littérature et l'écriture et j'ai développé une force intérieure que je ne savais pas posséder. Au moment où j'ai obtenu mon baccalauréat à 18 ans, j'étais devenue une version plus mature et résiliente de moi-même, mais j'avais aussi construit des murs émotionnels qu'il aurait été très difficile de faire tomber pour quiconque aurait voulu s'approcher de mon cœur. C'est à l'université, en étudiant la communication à Lyon, que j'ai rencontré Thomas, mon premier grand amour et le père de mon fils. Thomas était tout l'opposé de Marc. Il venait d'une famille de classe moyenne stable, étudiait l'ingénierie avec d'excellentes notes et avait des plans clairs pour son avenir professionnel. Il était gentil, respectueux et m'a courtisé pendant des mois avant que j'accepte ne serait-ce que de prendre un café avec lui. Notre relation a été construite sur des bases solides d'amitié, de respect mutuel et de valeurs partagées. Après 2 ans de fréquentation, nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie intime à la propriété familiale, entourés de nos familles et avec les bénédictions de tous ceux qui nous connaissaient. Ce fut le jour le plus heureux de ma vie jusqu'alors. Je me sentais complètement en sécurité, complètement aimée et complètement convaincue d'avoir trouvé mon compagnon pour la vie. Arthur est né quand j'avais 23 ans, après une grossesse magnifique et sans complications. Dès l'instant où je l'ai tenu dans mes bras, j'ai su que ma vie avait trouvé son sens le plus profond. C'était un bébé parfait, avec les yeux bleus de son père et mes cheveux bouclés, et il a rempli notre foyer d'une joie que je ne savais pas possible d'expérimenter
Mais la maternité a aussi apporté des défis que je n'avais pas anticipés. Thomas, qui avait été le petit ami le plus attentionné et compréhensif du monde, a commencé à montrer des signes de stress et de frustration après la naissance d'Arthur. Les pleurs nocturnes du bébé, les responsabilités financières supplémentaires et les changements inévitables dans la dynamique de notre couple ont commencé à créer des fissures dans ce qui avait semblé être un mariage incassable. Les premières années de mariage avec Thomas ont été une montagne russe émotionnelle qui m'a appris que l'amour vrai exige parfois plus de force qu'une jeune personne ne peut en posséder. Arthur était un beau bébé, mais extrêmement exigeant. Il souffrait de coliques sévères qui le faisaient pleurer pendant des heures. Il avait des allergies alimentaires qui nécessitaient un régime strict et il ne semblait dormir que lorsque je le tenais dans mes bras. Thomas, qui avait été mon roc pendant nos fiançailles, a commencé à montrer une facette de sa personnalité que je n'avais jamais vue. Il est devenu impatient avec les pleurs du bébé, rancunier à cause du manque de sommeil et de plus en plus distant avec moi. Nos conversations, qui auparavant coulaient naturellement pendant des heures, se sont réduites à des échanges fonctionnels sur les couches, les horaires d'alimentation et les responsabilités domestiques. Je me suis retrouvée à porter non seulement les exigences physiques de la maternité, mais aussi le poids émotionnel de maintenir unie une famille qui s'effondrait lentement. Je travaillais à temps partiel comme rédactrice indépendante pour des magazines locaux, essayant de contribuer financièrement tout en prenant soin d'Arthur, en entretenant la maison et en essayant désespérément de me reconnecter avec un mari qui semblait nous échapper jour après jour. Les nuits étaient les plus difficiles. Tandis qu'Arthur dormait enfin après des heures de pleurs, je restais éveillée à écouter Thomas respirer à mes côtés, sentant la distance émotionnelle entre nous comme un abîme qui grandissait chaque jour. Il y avait des moments où je me levais, marchais jusqu'au miroir de la salle de bain et me demandais ce qu'il était advenu de la femme confiante et rayonnante que j'avais été avant. Dans le reflet, je voyais une personne épuisée, avec des cernes profonds et une tristesse que je ne savais pas comment cacher. C'est pendant cette période que j'ai vécu ma première véritable expérience de dépression. Je ne l'ai pas reconnue immédiatement. Je pensais que c'était simplement l'épuisement normal d'une jeune mère, mais j'ai progressivement commencé à ressentir des symptômes qui m'ont profondément effrayée. J'ai perdu tout intérêt pour des choses qui me procuraient auparavant de la joie, comme écrire ou passer du temps avec des amis. J'avais du mal à me concentrer sur des conversations simples. Certains jours, l'idée de sortir du lit me semblait être une montagne impossible à escalader. Le plus terrifiant était que parfois je regardais Arthur, mon beau et parfait bébé, et je ne ressentais pas cette connexion maternelle instantanée dont toutes les mères parlent. Je l'aimais profondément. J'aurais donné ma vie pour lui sans hésiter, mais cette sensation de joie pure et naturelle, censée accompagner la maternité, n'était tout simplement pas là. Je me sentais comme une actrice jouant le rôle d'une mère heureuse, alors qu'à l'intérieur, je m'effondrais lentement. Thomas, perdu dans ses propres luttes avec la paternité et les pressions professionnelles, n'a pas remarqué ma détérioration mentale ou n'a simplement pas su comment y répondre. Nos conversations sur mes sentiments sont devenues superficielles et frustrées. Il considérait mes larmes fréquentes comme un drame inutile et mes demandes d'aide comme des exagérations typiquement féminines. Progressivement, j'ai cessé de partager mes luttes internes avec lui et j'ai commencé à porter seul un poids qui m'étouffait. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée quand Arthur avait 8 mois. J'avais eu une nuit particulièrement difficile. Le bébé avait pleuré sans arrêt de 22 heures à 5 heures du matin et je n'avais pas dormi une minute. Le lendemain matin, alors que je préparais le petit déjeuner avec Arthur pleurant dans mes bras, j'ai renversé du café chaud sur ma main et j'ai éclaté en sanglots incontrôlables. Thomas, qui se préparait à aller au travail, m'a regardé avec une expression de dégoût et a prononcé les mots qui marqueraient la fin de notre mariage. « Éléonore, je n'en peux plus de ton drame constant. Si tu ne peux pas gérer d'être mère, tu devrais peut-être envisager que d'autres personnes pourraient mieux faire mieux que toi. » Ces mots m'ont frappé comme une gifle physique.
À ce moment-là, quelque chose en moi s'est définitivement brisé, mais quelque chose d'autre s'est aussi activé, une férocité protectrice que je ne savais pas posséder. J'ai regardé Thomas droit dans les yeux et je lui ai dit avec un calme qui m'a surprise moi-même, « Sors de ma maison, maintenant !» Il a essayé de minimiser ce qu'il avait dit, de le transformer en une mauvaise blague, mais il était déjà trop tard. Pour la première fois depuis des mois, je voyais la situation clairement. Je n'étais pas une mère inadéquate. J'étais une femme qui luttait seule pendant que son partenaire la jugeait au lieu de la soutenir. Je n'étais pas dramatique. J'étais humaine et j'expérimentais quelque chose que des millions de femmes traversent sans le soutien qu'elles méritent. Cet après-midi-là, après le départ de Thomas pour le travail, j'ai appelé ma sœur Charlotte, qui vivait alors à Londres avec son mari anglais. Entre deux sanglots, je lui ai tout raconté. La dépression, la solitude, les paroles cruelles de Thomas, ma peur de ne pas être une bonne mère. Charlotte a écouté en silence, puis m'a dit quelque chose qui changerait ma perspective pour toujours. « Éléonore, tu es la femme la plus forte que je connaisse. Ce que tu traverses n'est pas une défaillance de ta part. C'est une condition médicale qui a un traitement. Et quant à Thomas, un homme qui ne peut pas soutenir sa femme au moment le plus vulnérable de sa vie ne mérite pas d'être dans cette vie. Cette nuit-là, après avoir couché Arthur, j'ai pris la décision la plus difficile, mais aussi la plus libératrice de ma vie jusqu'alors. J'ai dit à Thomas que je voulais divorcer, non pas parce que je ne l'aimais plus, je l'aimais encore profondément, mais parce que j'avais compris que l'amour de soi devait précéder tout autre amour. Le processus de divorce fut douloureux mais nécessaire. Thomas, confronté à la réalité de perdre sa famille, a essayé de me convaincre que nous pouvions résoudre nos problèmes, mais j'avais déjà franchi une ligne mentale sans retour possible. J'avais vu comment il me traitait dans mon moment le plus vulnérable, et cette vision avait tué quelque chose d'essentiel dans ma capacité à lui faire confiance. J'ai cherché de l'aide professionnelle auprès d'une psychologue spécialisée dans la dépression post-partum qui m'a aidé à comprendre que ce que j'avais vécu était tout à fait normal et traitable. J'ai commencé un traitement antidépresseur sous surveillance médicale et lentement, j'ai commencé à voir les nuages qui avaient obscurci mon esprit pendant des mois commençaient à se dissiper. Le changement le plus notable est arrivé progressivement. D'abord, j'ai retrouvé ma capacité à dormir profondément quand Arthur dormait. Puis, j'ai commencé à ressentir de vrais moments de joie en jouant avec mon fils. Finalement, j'ai redécouvert ma passion pour l'écriture et j'ai commencé à travailler sur un blog personnel sur la maternité réelle. Pas la version idéalisée que nous voyons sur les réseaux sociaux, mais la version honnête qui inclut les luttes, les peurs et les petites victoires significatives. Retourner vivre à la propriété familiale avec Arthur, c'était comme revenir dans une étreinte géante. Maman, qui avait observé ma dégradation le cœur brisé pendant des mois, est devenue mon principal soutien. Non seulement elle m'a aidé avec les soins pratiques d'Arthur, mais elle me rappelait quotidiennement qui j'étais avant de me perdre dans les attentes des autres. Les après-midi à la propriété sont devenus des séances de guérison. Pendant qu'Arthur faisait la sieste, maman et moi nous asseyions sur la terrasse, avec vue sur les champs de lavande, buvant du café et digérant tout ce qui s'était passé. Elle me racontait des histoires de sa propre jeunesse qu'elle n'avait jamais partagées auparavant, ses propres moments de doute, ses luttes avec la pression sociale d'être la femme parfaite et les fois où elle avait dû trouver une force qu'elle ne savait pas posséder. « Ma fille », m'a-t-elle dit un après-midi alors que nous regardions Arthur poursuivre des papillons dans le jardin, « parfois la vie nous brise pour nous montrer de quels matériaux nous sommes réellement faites. Tu n'es pas une femme qui abandonne, tu es une femme qui se relève plus forte chaque fois qu'elle tombe. » Au cours des 2 années suivantes, j'ai construit une nouvelle vie pour Arthur et pour moi. Mon blog sur la maternité réelle a gagné des adeptes locaux et on m'a finalement offert une chronique hebdomadaire dans le journal régional. Le travail me donnait un but et une indépendance financière, tandis que l'expérience d'écrire sur mes luttes m'aidait à les digérer complètement. Arthur s'est épanoui à la propriété. Il avait l'espace pour courir librement, l'attention constante de sa grand-mère adorée et la stabilité émotionnelle qui découle d'un foyer rempli d'amour inconditionnel. Sa personnalité a commencé à émerger. Il était curieux, affectueux,
et avait un rire contagieux qui remplissait la maison de joie. J'ai également renoué avec des amitiés que j'avais perdues pendant mon mariage. Les vraies amies, ai-je découvert, sont celles qui apparaissent quand on en a le plus besoin, pas celles qui disparaissent quand les choses deviennent difficiles. Nous avons formé un cercle de soutien de mères célibataires qui se réunissaient chaque semaine pour partager leurs expériences, prendre soin mutuellement de nos enfants et nous rappeler les unes aux autres que nous méritions l'amour et le respect. Au moment où Arthur a eu 3 ans, j'étais devenue une version complètement différente de moi-même. J'étais plus forte, plus indépendante, et j'avais développé une intuition sur les gens que je ne possédais pas auparavant. J'avais aussi appris à être seule, sans me sentir seule, à apprécier ma propre compagnie, à trouver de la joie dans des moments simples et à ne dépendre d'aucune autre personne pour mon bonheur fondamental. C'est pendant cette période de croissance personnelle que j'ai commencé à sentir que j'étais prête à ouvrir mon cœur à nouveau. Non pas parce que j'avais besoin d'un homme pour compléter ma vie était déjà complète, mais parce que j'avais suffisamment guéri pour la partager avec quelqu'un qui la valoriserait. En mars 2023, alors qu'Arthur venait d'avoir 5 ans et que je me sentais enfin en paix avec moi-même, j'ai reçu un message direct sur Instagram qui allait changer le cours de ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Le message venait d'un profil avec la photo d'un homme séduisant en uniforme militaire, souriant avec cette confiance qui ne vient que d'années d'entraînement et de discipline. Bonjour Éléonore, je sais que nous ne nous connaissons pas personnellement, mais j'ai suivi votre blog et vos écrits sur la maternité. Je trouve que vous êtes une femme extraordinaire et j'aimerais beaucoup vous rencontrer si vous étiez ouverte à cela. Mon nom est Capitaine Olivier Bernard et j'ai beaucoup de respect pour les femmes fortes comme vous. Normalement, j'aurais ignoré un tel message. J'en avais reçu des dizaines depuis que mon blog avait gagné en popularité, mais quelque chose dans le ton respectueux et la mention spécifique de mon travail de mère m'a fait marquer une pause. J'ai vérifié son profil et j'ai vu des photos de lui lors de cérémonies militaires avec sa famille, lors d'activités de service communautaire. Il semblait authentique, établi et complètement différent des hommes qui me contactaient habituellement sur les réseaux sociaux. J'ai décidé de répondre avec prudence. Je l'ai remercié pour son message et lui ai demandé ce qui, spécifiquement dans mon travail, avait retenu son attention. Sa réponse est arrivée quelques heures plus tard et était un essai réfléchi sur la façon dont mes écrits sur l'importance d'élever des enfants avec des valeurs solides avaient résonné en lui, d'autant plus qu'il venait d'une famille militaire où l'honneur et l'intégrité étaient mis des principes fondamentaux. Au cours des semaines suivantes, nous avons échangé des messages longs et profonds sur une variété de sujets, nos philosophies de vie, nos expériences familiales, nos rêves et nos aspirations. Olivier avait 33 ans, venait d'une famille de militaires de carrière de Bordeaux et avait dédié les 15 dernières années de sa vie au service dans l'armée française. Il parlait avec éloquence de son travail dans les opérations antidrogue, de son amour pour la France et de son désir de fonder une famille avec une femme qui partagerait ses valeurs. Ce qui m'a le plus impressionné lors de ces premières conversations fut sa maturité émotionnelle apparente et son respect pour ma situation de mère célibataire. Il n'a jamais fait de commentaires invasifs sur mon passé, n'a jamais essayé de presser notre connexion et demandait toujours spécifiquement des nouvelles d'Arthur, d'une manière qui montrait un intérêt authentique à connaître mon fils en tant que personne, non comme un obstacle à surmonter. Après un mois de conversation par message, Olivier a suggéré que nous nous rencontrions en personne. Il a proposé un déjeuner dans un restaurant public à Lyon pendant un de ses week-ends de permission. Moi, qui avais développé un 6e sens pour détecter les intentions cachées après mon expérience avec Thomas, j'ai accepté, mais avec des conditions claires. Ce ne serait qu'un déjeuner. Je n'amènerais pas Arthur et nous aurions nos propres moyens de transport. Le jour de notre rencontre, je suis arrivée au restaurant avec un mélange de nervosité et de curiosité. Olivier m'attendait déjà, vêtu de manière décontractée mais impeccablement, et quand il m'a vu entrer, il s'est immédiatement levé avec un sourire qui semblait tout à fait authentique. Il était encore plus séduisant en personne.
grand, avec une prestance militaire naturelle, mais avec une chaleur dans les yeux qui m'a immédiatement mise à l'aise. Pendant les 3 heures suivantes, nous avons parlé sans arrêt. Olivier était exactement comme il était apparu dans nos messages. Intelligent, éloquent, avec un sens de l'humour subtil mais efficace, et apparemment fasciné par chaque détail de ma vie et de mes expériences. Il m'a posé des questions réfléchies sur mon travail d'écrivaine, sur mes objectifs professionnels, sur la façon dont j'avais géré les défis de la maternité en solo, et a écouté mes réponses avec une attention que je n'avais pas connue de la part d'un homme depuis des années. Quand je lui ai parlé d'Arthur, ses yeux se sont littéralement illuminés. Les enfants sont l'avenir de ce pays, m'a-t-il dit avec une conviction qui semblait venir du plus profond de son être. Une femme qui élève un enfant avec les valeurs que vous décrivez fait le travail le plus important qui existe. J'aimerais beaucoup le rencontrer un jour, si vous jugez que ce serait approprié. À la fin du déjeuner, Olivier a insisté pour me raccompagner jusqu'à ma voiture. Avant de nous quitter, il m'a pris les mains doucement et m'a dit « Éléonore, je ne veux en aucune façon vous mettre la pression, mais je veux que vous sachiez que cela a été la conversation la plus significative que j'ai eue depuis des années. J'aimerais beaucoup vous revoir, mais seulement si vous sentez qu'il y a une véritable connexion ici. » Pendant le trajet de retour vers la propriété, je n'arrêtais pas de sourire. Ce fut un après-midi parfait, sans pression, sans drame, sans aucun signal d'alarme. Olivier semblait être exactement ce qu'il avait présenté. Un homme mature, établi, avec des valeurs solides et un intérêt sincère à me connaître entièrement, y compris mon rôle de mère. Cette nuit-là, j'ai appelé Charlotte à Londres pour lui raconter notre rencontre. « Ma sœur, m'a-t-elle dit après avoir écouté tous les détails, tu as l'air plus heureuse que je ne t'ai entendue depuis des années. Promets juste que tu iras doucement et que tu feras confiance à tes instincts. Tu as un meilleur radar pour détecter les hommes à problème que quiconque je connaisse. » Au cours des semaines suivantes, Olivier et moi avons développé une routine de communication qui me faisait me sentir valorisée et respectée. Il m'appelait chaque soir, après qu'Arthur se soit endormi, et nous parlions pendant des heures de tout et de rien. Il m'envoyait des fleurs à mon bureau sans occasion spéciale, mais avec des notes qui montraient qu'il avait écouté lors de nos conversations sur les choses que j'aimais. Quand j'ai mentionné par hasard que le manquait un certain type de chocolat que l'on ne vendait qu'à Paris, il est apparu à ma porte une semaine plus tard avec une grande boîte de chocolat et un sourire fier. Ce qui m'impressionnait le plus était sa constance. Il ne promettait jamais rien qu'il ne tenait, n'était jamais en retard à nos appels et ne me faisait jamais sentir que j'étais une option parmi d'autres. Quand nous parlions de projets futurs, ce que nous faisions en termes hypothétiques mais pleins d'espoir, il incluait toujours naturellement Arthur dans ses scénarios. Après 2 mois de fréquentation, Olivier a enfin rencontré Arthur lors d'un pique-nique familial dans le parc central de Lyon. J'avais été nerveuse à propos de cette rencontre pendant des semaines. L'approbation de mon fils était non négociable pour toute relation future. Mais Olivier a géré la situation avec une grâce naturelle qui m'a laissé sans voix. Il est arrivé au parc avec un ballon de football et un cerf-volant. Mais au lieu d'imposer des activités à Arthur, il s'est assis patiemment et a attendu que mon fils s'approche de lui avec une curiosité naturelle. Quand Arthur a finalement posé des questions sur l'uniforme, sur les photos qu'il avait vues, Olivier lui a expliqué son travail de manière appropriée pour un enfant de 5 ans, en se concentrant sur la façon dont les soldats aident à protéger les familles et à assurer la sécurité des enfants. À la fin de cet après-midi-là, Arthur m'a demandé en voiture si Olivier venait remplacer papa. Je lui ai expliqué qu'aucune personne ne pourrait remplacer son père, mais qu'Olivier était un ami spécial à moi qui voulait aussi le connaître. Arthur a réfléchi un instant et a ensuite dit « Je l'aime bien parce qu'il m'écoute quand je parle et ne m'interrompit pas comme certains adultes. » C'était exactement l'évaluation que j'avais espérée de mon fils et cela confirmait ce que je ressentais déjà dans mon cœur. Olivier semblait être un homme vraiment bon qui était entré dans nos vies au moment parfait. Au cours des mois suivants, notre relation s'est approfondie de manière belle et organique. Olivier est devenu une présence constante
mais non envahissantes dans nos vies. Les week-ends où il avait des permissions, il les passait avec nous, mais toujours en respectant nos routines familiales et en demandant avant de planifier des activités. Il m'aidait avec des choses pratiques sans que j'aie à le lui demander. Il réparait des choses cassées dans la maison, emmenait Arthur au football quand j'avais des délais de travail et est progressivement devenu une figure de soutien authentique dans nos vies. Ce qui m'a le plus fait tomber amoureuse de lui, c'est son apparente authenticité. Olivier semblait être exactement la même personne dans toutes les situations. Chaleureux avec ma famille, respectueux avec mes amis, patient avec Arthur et constamment affectueux avec moi. Il n'y avait pas différentes versions de lui selon l'audience, ce qui avait été l'une de mes plus grandes préoccupations après mon expérience avec Thomas. En septembre, 6 mois après notre rencontre, Olivier m'a emmené dîner dans un restaurant élégant du quartier chic de Paris. Pendant le dîner, il m'a pris les mains sur la table et m'a dit « Éléonore, ces 6 derniers mois ont été les plus heureux de ma vie. Toi et Arthur avez comblé un vide dans mon cœur que je ne savais même pas exister. Je ne veux pas te mettre la pression, mais je veux que tu saches que mes intentions avec toi sont tout à fait sérieuses. Je suis amoureux de toi, et si tu ressens la même chose, j'aimerais que tu envisages la possibilité de construire un avenir ensemble. » Cette nuit-là, tandis qu'il conduisait de retour vers Lyon, je regardais par la fenêtre le paysage nocturne de l'autoroute et je ressentais une paix profonde que je n'avais pas connue depuis des années. J'avais trouvé un homme qui non seulement m'aimait, mais qui aimait mon fils, respectait mon indépendance et semblait sincèrement engagé à construire quelque chose de durable et de beau. Quand nous sommes arrivés à la propriété, j'ai invité Olivier à rester prendre le café avec maman et moi. Au cours de cette conversation, il lui a formellement demandé sa bénédiction pour me courtiser sérieusement, lui expliquant ses intentions de mariage et son engagement à prendre soin non seulement de moi, mais aussi d'Arthur, comme si c'était son propre fils. Maman, qui avait été protectrice au point d'être intimidante avec tout homme qui s'approchait de moi après le divorce, a complètement fondu devant la sincérité apparente d'Olivier. « Mon garçon, lui a-t-elle dit en servant plus de café, ma fille a déjà traversé beaucoup de douleurs dans sa vie. Si vous êtes ici en me disant ces mots, j'espère que vous comprenez la responsabilité que cela implique. Éléonore n'est pas n'importe quelle femme. C'est une mère, c'est une professionnelle accomplie, et c'est une femme qui s'est reconstruite à partir de ses cendres. Si vous pouvez être à la hauteur de cela, vous avez ma bénédiction. Si vous ne le pouvez pas, il vaut mieux le savoir maintenant. » Olivier la regarda droit dans les yeux et répondit « Madame Isabelle, je comprends parfaitement la qualité de femme qu'est Éléonore. C'est précisément parce qu'elle est si extraordinaire que je veux passer le reste de ma vie à lui prouver qu'elle est valorisée et aimée comme elle le mérite. » Cette nuit-là, après le départ d'Olivier, maman et moi sommes restés éveillés très tard à parler de la relation. « Ouais, ma fille, » me dit-elle en buvant le dernier café de la nuit. « Cet homme te regarde comme ton père me regardait quand nous étions jeunes, avec respect, avec adoration, mais aussi avec la détermination d'un homme qui sait exactement ce qu'il veut et est prêt à travailler pour l'obtenir. Pendant le reste de l'année, Olivier et moi avons progressé dans le mélange de nos vies de manière de plus en plus significative. Il avait commencé les démarches pour demander une mutation vers une base militaire plus proche de Lyon, disant qu'il voulait être plus disponible pour sa nouvelle famille. Nous avons commencé à parler sérieusement de projets de mariage, de l'endroit où nous vivrions, de la façon dont nous intégrerions nos carrières professionnelles et de la possibilité d'avoir plus d'enfants à l'avenir. Arthur s'épanouissait sous l'influence positive d'Olivier. Mon fils, qui avait passé des années à être le seul homme dans une maison pleine de femmes, se réjouissait d'avoir une figure masculine positive dans sa vie. Olivier lui a appris à faire du vélo, l'aidait avec ses devoirs de mathématiques et était devenu la personne vers qui Arthur se tournait quand il voulait parler de choses d'hommes qu'il sentait ne pas pouvoir discuter avec moi. En décembre, pendant la célébration de Noël à la propriété, Olivier m'a demandé en mariage de la manière la plus belle et la plus réfléchie que j'aurais pu imaginer. Il avait travaillé secrètement avec maman et mes sœurs pour organiser une célébration familiale où chaque détail reflétait des choses importantes pour moi.
Il y avait des photos de nos moments préférés, de la musique que nous avions partagée, et il avait même inclus Arthur dans la proposition, de manière à ce qu'il se sente partie intégrante de la nouvelle famille que nous étions en train de créer. Quand je me suis levée, la bague au doigt, entourée de ma famille, et avec Arthur serrant mes jambes tandis qu'Olivier me tenait, j'ai senti que j'avais enfin trouvé ma place dans le monde. C'était la fin parfaite d'un chapitre difficile et le début prometteur d'un nouveau plein d'amour, de stabilité et de bonheur authentique. Ou du moins, c'est ce que je croyais à ce moment-là. Les 8 premiers mois de nos fiançailles furent un rêve devenu réalité, ce qui aurait dû être mon premier avertissement que quelque chose n'allait pas du tout. Olivier était devenu la version parfaite de tout ce qu'une femme pouvait désirer chez un partenaire. Attentif sans être pot de colle, romantique sans être écœurant et entièrement dévoué à notre petite famille sans perdre sa propre identité. Nous avions fixé la date du mariage à octobre 2024 et j'avais commencé les préparatifs avec une émotion que je n'avais pas ressentie depuis la naissance d'Arthur. Olivier a insisté pour que ce soit le mariage de mes rêves, sans souci financier, et avait mis à ma disposition ses économies militaires qu'il avait accumulées pendant des années en attendant la bonne femme avec qui les partager. Pendant cette période de planification, Olivier a fait preuve d'une attention aux détails qui me laissait sans voix. Il se souvenait de conversations anodines que nous avions eues des mois auparavant sur les fleurs que j'aimais, les couleurs qui me rendaient heureuse et les traditions familiales que je voulais incorporer dans notre cérémonie. Il rencontrait régulièrement maman pour coordonner les aspects de la célébration et avait développé une relation si étroite avec mes sœurs qu'elle plaisantait en disant avoir gagné un frère avant que je ne gagne un mari. Ce qui m'impressionnait le plus était la façon dont il avait parfaitement intégré sa vie militaire à nos besoins familiaux. Il avait réussi à obtenir une mutation à la base de Draguignan à seulement 40 minutes de la propriété, et ses horaires de service s'étaient miraculeusement alignés de manière à ce qu'il puisse être présent pour tous les moments importants, les spectacles scolaires d'Arthur, les présentations de travail, les célébrations familiales. En avril 2024, Olivier a reçu la notification qu'il avait été sélectionné pour un cours de spécialisation en opérations spéciales qui se déroulerait à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. C'était une opportunité extraordinaire pour sa carrière. Seuls 10 officiers de tout le pays avaient été choisis pour ce programme intensif de 6 mois qui pourrait entraîner une promotion significative et de meilleures opportunités futures. « Mon amour », m'a-t-il dit cette nuit-là alors que nous nous promenions dans les jardins de la propriété, ce cours pourrait changer complètement notre avenir. La promotion qui en découle signifierait un meilleur salaire, un meilleur poste et la sécurité financière que je veux t'offrir à toi et à Arthur. Mais ce sont 6 mois d'entraînement intensif. Je serai complètement injoignable pendant les 2 premières semaines et après, je ne pourrai t'appeler qu'à des heures très précises. Moi qui avais appris à valoriser l'ambition professionnelle après ma propre expérience de construction de carrière, je l'ai complètement encouragé. Olivier, c'est exactement le genre d'opportunité que tu attendais. Arthur et moi irons bien et quand tu reviendras, nous serons une famille plus forte et plus stable. La veille de son départ pour Saint-Cyr, Olivier a organisé un dîner spécial pour nous 3. Il avait cuisiné des lasagnes, le plat préféré d'Arthur, et avait préparé une présentation avec des photos de tous nos moments préférés des derniers mois. Après avoir couché Arthur, Olivier et moi sommes restés éveillés très tard, parlant de nos rêves pour l'avenir, de la maison que nous achèterions après le mariage, des voyages que nous ferions en famille. « Éléonore », me dit-il en me tenant dans ses bras, « je veux que tu saches que ces mois vont être les plus difficiles que j'ai jamais vécus parce que tu me manqueras chaque seconde de chaque jour. Mais tout ce que je vais faire là-bas, c'est pour nous, pour toi, pour Arthur, pour la famille que nous construisons. Je veux être l'homme que vous méritez et ce cours va m'aider à devenir cette personne. » Cette nuit-là, très tôt le matin, je l'ai accompagné au point de rendez-vous où un transport militaire le rejoindrait avec les autres officiers sélectionnés. Nous nous sommes étreints pendant ce qui a semblé des heures et quand il est finalement monté dans le véhicule, je suis restée debout sur la route,
regardant les feux arrière disparaître au loin, ressentant un mélange de fierté pour son dévouement et de tristesse pour la séparation à venir. Les 2 premières semaines de silence total furent exactement ce qu'Olivier avait promis. Aucune communication d'aucune sorte. Je maintenais ma routine normale, travaillant sur mes articles, prenant soin d'Arthur et comptant les jours jusqu'à ce que nous puissions nous reparler. Arthur demandait constamment des nouvelles d'Olivier et je lui expliquais qu'il était dans une école spéciale pour les soldats où il ne pouvait pas utiliser de téléphone. Quand le premier appel est enfin arrivé après ces 2 semaines initiales, la joie dans mon cœur était indescriptible, mais quelque chose dans la voix d'Olivier était différent. Il semblait épuisé, stressé et étrangement distant. Quand je lui ai demandé comment il allait, il a donné des réponses vagues sur l'intensité de l'entraînement et l'épuisement des exigences physiques et mentales. Mon amour, l'entraînement est plus brutal que je ne l'avais imaginé, m'a-t-il dit pendant cette première conversation. Ils nous tiennent éveillés de 4 heures du matin jusqu'à presque minuit. Le stress physique et mental est indescriptible. J'ai à peine l'énergie de t'appeler, mais j'ai besoin d'entendre ta voix pour me rappeler pourquoi je fais ça. Au cours des semaines suivantes, nos conversations sont devenues progressivement plus courtes et moins fréquentes. Olivier avait toujours une explication. Des exercices sur le terrain qui duraient des jours, des entraînements nocturnes, des évaluations psychologiques intensives. Quand il parvenait à appeler, il semblait de plus en plus épuisé et distant. Ce qui m'inquiétait le plus, c'est qu'il avait complètement perdu tout intérêt pour les détails de notre vie quotidienne. Avant le cours, Olivier voulait tout savoir de ma journée. Ce qu'Arthur avait mangé au petit déjeuner, l'article que j'étais en train d'écrire, ce que mes sœurs avaient dit lors de nos appels familiaux. Maintenant, nos conversations s'étaient réduites à des échanges superficiels où il semblait accomplir une obligation plutôt que de profiter de notre connexion. J'ai commencé à m'inquiéter sincèrement pour son bien-être mental. Les forces spéciales sont connues pour la rigueur psychologique extrême de leur entraînement et j'ai commencé à me renseigner sur le stress post-traumatique et la dépression qui peuvent résulter de ce type de pression. J'ai parlé à un psychologue militaire que je connaissais par l'intermédiaire des contacts de papa et il m'a expliqué qu'il était tout à fait normal que les officiers en entraînement intensif subissent des changements significatifs dans leur personnalité et leur mode de communication. Les entraînements des forces spéciales sont conçus pour briser psychologiquement les candidats avant de les reconstruire, m'a-t-il expliqué. Il est très courant que les relations personnelles souffrent pendant cette période. L'important est que vous mainteniez votre soutien constant et que vous compreniez que c'est temporaire. Muni de ces informations, j'ai redoublé d'efforts pour être la fiancée compréhensive et solidaire dont Olivier avait besoin pendant cette période difficile. Je lui envoyais des colis de soins remplis de ses bonbons préférés et des photos d'Arthur. J'écrivais de longues lettres lui racontant nos journées, les progrès d'Arthur à l'école, les préparatifs du mariage que je continuais à planifier pour octobre. Mais ses réponses sont devenues de plus en plus sporadiques et froides. Les appels qui duraient auparavant des heures se sont réduits à des conversations de 5 minutes où il semblait cocher une tâche de plus sur sa liste quotidienne. Quand je lui exprimais mon inquiétude quant à son état mental ou lui offrais un soutien émotionnel, il répondait par des phrases génériques sur le fait qu'il allait bien et que tout se normaliserait après l'obtention de son diplôme. En juillet, 2 mois avant la date de notre mariage, j'ai reçu un appel qui m'a glacé le sang. Olivier sonnait complètement différent, non pas fatigué ou stressé, mais froid d'une manière que je n'avais jamais entendue dans sa voix. « Éléonore, j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important », m'a-t-il dit sans préambule ni son salut affectueux habituel. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers mois et je crois que nous nous sommes peut-être précipités avec tout ce mariage. J'ai eu l'impression d'avoir été frappée physiquement. Qu'est-ce que tu veux dire, Olivier? Tu veux dire que tu veux reporter le mariage? Je dis que nous devons peut-être reconsidérer si nous sommes vraiment compatibles à long terme. Cet entraînement m'a donné une perspective sur ce que je veux vraiment dans ma vie et je ne suis pas sûre que le mariage et la vie de famille soient néanmoins des priorités pour moi en ce moment. La conversation n'a duré que 10 minutes de plus.
Mais ce furent les 10 minutes les plus surréalistes de toute ma vie. L'homme qui avait passé une année entière à parler de notre avenir ensemble, qui avait développé une relation paternelle avec mon fils, qui avait pleuré d'émotion quand il m'avait demandé en mariage, me parlait comme si j'étais une étrangère qui avait mal interprété des signaux anodins. Quand j'ai raccroché, je suis restée assise en silence pendant des heures, essayant de digérer ce qui s'était passé. Était-il possible que le stress de l'entraînement ait si fondamentalement changé Olivier? Ou y avait-il quelque chose de plus profond et de plus sinistre qui se passait ici? Cette nuit-là, j'ai appelé Charlotte à Londres. Après lui avoir raconté la conversation, elle est restée silencieuse un long moment avant de dire « Éléonore, mon instinct me dit que quelque chose ne va pas du tout ici. Ce n'est pas le comportement d'un homme sous stress, c'est le comportement d'un homme qui cache quelque chose. » Les jours qui ont suivi cet appel dévastateur ont été une montagne russe émotionnelle qui m'a fait remettre en question non seulement ma relation avec Olivier, mais aussi ma propre capacité à juger le caractère des gens. J'oscillais entre une inquiétude sincère pour son bien-être mental et une suspicion croissante que quelque chose de beaucoup plus sinistre était en train de se produire. J'ai décidé de contacter discrètement la femme de l'un des autres officiers qui, je le savais, suivait le même programme d'entraînement. Sophie et moi avions développé une amitié superficielle lors de quelques événements militaires et j'ai pensé qu'elle pourrait peut-être me donner un aperçu de ce qui se passait réellement au cours. Quand je l'ai appelée, sa réaction immédiate m'a alarmée. « Éléonore, c'est étrange que tu m'appelles. David m'a dit qu'Olivier s'était, comporté étrangement dernièrement, différemment d'avant. Qu'est-ce que tu veux dire exactement ?» Sophie est restée silencieuse un instant avant de continuer. « Écoute, je ne veux pas semer la discorde dans ta relation, mais David dit qu'Olivier a été très proche d'une des officières du programme, une capitaine qui s'appelle Camille Dupont, et quand je dis proche, je veux dire que d'autres cadets ont commenté à quel point ils semblent unis. J'ai senti le sol s'ouvrir sous mes pieds. Tu es en train de dire que tu penses qu'Olivier me trompe? Je ne dis rien de définitif, mais David est inquiet parce que le comportement d'Olivier a changé radicalement depuis qu'il a commencé à passer du temps avec elle. Et apparemment, Olivier a dit à certains des garçons qu'il avait reconsidéré ses priorités de vie après des conversations profondes avec cette capitaine. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Les mots de Sophie se répétant dans mon esprit comme un disque rayé. Olivier avait utilisé exactement ces mots, reconsidérer les priorités de vie, lors de notre dernière conversation. Était-il possible que l'homme qui avait juré de m'aimer pour toujours ait une liaison avec une autre femme pendant que je planifiais notre mariage? Au cours des jours suivants, j'ai commencé ma propre enquête discrète. J'ai utilisé mes relations familiales dans le monde militaire pour obtenir des informations sur le programme d'entraînement et spécifiquement sur les participants. Ce que j'ai découvert m'a rendu physiquement et émotionnellement malade. La capitaine Camille Dupont, 30 ans, spécialiste des opérations psychologiques, fiancée depuis 4 ans à un lieutenant de la marine déployé en opérations internationales, d'après les photos que j'ai pu trouver sur les réseaux sociaux, avant que son profil ne devienne complètement privé, c'était une femme magnifique, athlétique et apparemment aussi dévouée à sa carrière militaire qu'Olivier. Mais ce qui m'a le plus perturbé, ce sont les dates. D'après les informations que j'ai pu recueillir, Camille et Olivier avaient été affectés comme binômes d'entraînement pour des exercices sur le terrain qui nécessitaient une collaboration étroite pendant plusieurs jours. Ces exercices coïncidaient exactement avec les périodes où Olivier avait été injoignable ou trop épuisé pour m'appeler. 2 semaines après ma conversation avec Sophie, j'ai pris la décision la plus difficile mais la plus nécessaire de ma vie jusqu'à ce moment-là. J'ai roulé les 4 heures jusqu'à Paris, décidé à confronter Olivier en personne et à obtenir des réponses définitives sur ce qui se passait dans notre relation. Je ne lui ai pas dit que je venais. Je savais que si je le prévenais, il trouverait un moyen de contrôler la situation et éventuellement d'éviter la confrontation dont j'avais besoin. Au lieu de cela, j'ai utilisé mes contacts familiaux pour connaître l'heure de sortie des cadets les week-ends et je me suis positionnée près de la base militaire, attendant de le voir sortir. Ce que j'ai vu cet après-midi-là a changé ma vie pour toujours.
Olivier est sorti de la base exactement à 18h ans, mais il n'était pas seul. Il marchait côte à côte avec une femme en uniforme militaire qui correspondait exactement aux photos que j'avais vues de Camille Dupont. Ce n'était pas simplement une promenade occasionnelle. Ils marchaient avec l'intimité familière d'un couple établi, leurs mains se frôlant occasionnellement, leurs têtes penchées l'une vers l'autre dans une conversation intime. Je les ai suivis à distance respectable et les ai vus entrer dans un restaurant romantique du quartier chic de Paris. À travers la fenêtre, je les ai observés pendant près d'1 heure. La façon dont Olivier la regardait était exactement la même que celle dont il m'avait regardé pendant nos premiers mois ensemble, avec adoration, fascination et cette intensité que j'avais interprétée comme un amour profond, mais que je reconnaissais maintenant comme la technique d'un manipulateur expert. Le plus douloureux était de voir comment toute son attention était concentrée sur elle, de la même manière qu'elle avait disparu de nos conversations récentes. Il l'écoutait avec la même fascination apparente qu'il avait montrée avec moi, lui touchait la main de la même manière possessive mais tendre, et souriait avec ce sourire spécifique que j'avais cru réservé à moi seul. Quand ils sont sortis du restaurant, ils ont marché jusqu'à un hôtel-boutique à 3 pâtés de maison. Je les ai vus entrer ensemble, et j'ai su qu'il n'y avait plus de doute à éclaircir. Olivier ne souffrait pas d'une dépression nerveuse due au stress de l'entraînement. Olivier avait une liaison pleinement développée avec une autre femme pendant qu'il maintenait une farce avec moi. J'ai roulé de retour vers Lyon dans un état de choc émotionnel qui m'a fait m'arrêter 3 fois en chemin car mes mains tremblaient trop pour conduire en toute sécurité. Ce n'était pas seulement la trahison qui m'avait brisé, c'était la réalisation que tout ce que j'avais cru sur Olivier, sur notre relation, sur ma propre capacité à juger le caractère humain, avait été une illusion élaborée. Quand je suis arrivée à la propriété vers minuit, maman m'attendait dans le salon avec du café fraîchement préparé et cette expression maternelle qui n'apparaît que lorsqu'elle sait que sa fille est en crise. Je n'ai eu besoin de rien expliquer. Apparemment, mon visage racontait toute l'histoire. « À quel point c'est grave, ma fille ?» m'a-t-elle simplement demandé. Entre 2 sanglots, je lui ai raconté tout ce que j'avais découvert. Ma maman m'a écouté en silence, acquiesçant parfois, mais sans m'interrompre jusqu'à ce que j'aie complètement terminé mon récit. « Éléonore, m'a-t-elle finalement dit, ce que je vais te dire te fera peut-être mal maintenant, mais tu dois l'entendre. Cet homme n'est pas celui que tu croyais qu'il était, et il ne l'a probablement jamais été. Les hommes comme lui sont des acteurs consommés qui étudient leurs victimes et leur donnent exactement ce qu'elles veulent entendre. Tu n'as pas été stupide de le croire, tu as été humaine, mais maintenant que tu connais la vérité, tu dois décider ce que tu vas faire de cette information. Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui allait changer le cours de ma vie. Je n'allais pas confronter Olivier directement sur ce que j'avais vu. Je n'allais pas lui donner l'occasion de me manipuler avec d'autres mensonges ou de me faire douter de ce que j'avais vu de mes propres yeux. Au lieu de cela, j'allais prendre le contrôle de la situation de la manière la plus puissante possible. Le lendemain, j'ai commencé à passer des appels. J'ai annulé tous les préparatifs du mariage, contacté les fournisseurs, récupéré les arts et lorsque cela était possible, et informé ma famille et mes amis que la cérémonie avait été reportée indéfiniment en raison de circonstances imprévues. J'ai également contacté un avocat spécialisé dans les divorces pour comprendre mes droits légaux concernant les dépenses que nous avions partagées et les propriétés que nous avions achetées ensemble pendant nos fiançailles. Heureusement, mon expérience du divorce avec Thomas m'avait appris l'importance de maintenir une certaine indépendance financière, donc les complications légales seraient minimes. Le plus difficile a été de parler à Arthur. Mon fils de 6 ans avait développé une relation authentique avec Olivier et l'idée de lui expliquer que Olivier ne ferait finalement pas partie de notre famille me brisait le cœur. J'ai décidé d'être honnête mais appropriée à son âge, en lui expliquant que parfois, les adultes découvrent qu'ils ne sont pas aussi compatibles qu'ils le pensaient et que même si c'était triste, cela ne signifiait pas qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez nous ou dans notre famille. « J'ai fait quelque chose de mal, maman ?» m'a demandé Arthur cette nuit-là alors que je le couchais. « Non, mon amour, tu n'as rien fait de mal. Parfois les choses changent avec les adultes d'une manière que les enfants ne peuvent pas contrôler.
Mais notre famille, toi, moi, grand-mère, tes tantes, cette famille ne changera jamais. Une semaine après ma découverte à Paris, Olivier m'a appelé. Son ton était le même que celui qu'il avait utilisé lors de notre dernière conversation. Froid, distant, comme s'il accomplissait une obligation désagréable. Éléonore, j'ai beaucoup réfléchi à notre conversation précédente et je crois qu'il est préférable que nous mettions fin à tout cela officiellement. Il ne serait juste pour aucun de nous de continuer une relation qui, je ne le sens plus, n'a plus d'avenir. La froideur calculée de ces mots m'a confirmé que j'avais pris la bonne décision en ne le confrontant pas. Ce n'était pas le comportement d'un homme aux prises avec des décisions difficiles, c'était le comportement de quelqu'un qui avait planifié cette conversation et qui voulait mettre fin à notre relation avec le moins de drame possible. « D'accord, Olivier », lui répondis-je avec un calme qui me surprit moi-même. « Je respecte ta décision. » Il sembla surpris par ma réponse tranquille. Apparemment, il s'attendait à des larmes, des supplications ou un drame émotionnel qu'il aurait pu utiliser pour justifier son comportement. « C'est tout ? Tu ne vas pas me demander pourquoi ou essayer de me faire changer d'avis ? Non, Olivier. Si tu sens que nous n'avons pas d'avenir ensemble, alors tu as raison. Nous n'en avons pas. Je te souhaite le meilleur dans ta vie. » Après avoir raccroché, je suis restée assise en silence un instant, m'attendant à ressentir de la dévastation ou un chagrin d'amour. Au lieu de cela, ce que j'ai ressenti était quelque chose d'inattendu, un soulagement. Pour la première fois depuis des mois, je n'avais plus à m'inquiéter de son comportement erratique. Je n'avais plus à chercher des excuses pour sa froideur. Je n'avais plus à me convaincre que son changement de personnalité était temporaire. J'étais libre. Les semaines qui ont immédiatement suivi la rupture ont été une expérience de guérison qui m'a surprise par sa profondeur et sa rapidité. Au lieu de la dévastation émotionnelle que j'avais ressentie après mon divorce avec Thomas, je me suis retrouvée à traiter la perte d'Olivier avec une clarté mentale qui me permettait de voir la situation telle qu'elle avait réellement été depuis le début. Avec l'aide de ma thérapeute, j'ai commencé à déconstruire systématiquement la relation pour identifier les signaux d'alerte que j'avais ignorés. C'était comme analyser une pièce de théâtre après la fin de la représentation. Je pouvais voir clairement comment chaque acte avait été soigneusement orchestré pour créer une illusion spécifique. Le love bombing initial, où Olivier m'avait submergé d'attention, de cadeaux et de déclarations d'amour prématurées. La manière dont il avait étudié mes vulnérabilités, mon désir de stabilité familiale, mon besoin d'un partenaire qui valorise mon rôle de mère, et avait créé une personne spécifiquement conçue pour m'attirer. Même son apparente perfection avait été un signal d'alarme que j'avais interprété comme une chance extraordinaire. Les narcissiques et les manipulateurs émotionnels sont des acteurs consommés, m'a expliqué la docteure Claire Martin lors d'une de nos séances. Ils étudient leurs victimes comme un réalisateur de cinéma étudie un scénario. Olivier savait exactement quel type d'homme vous aviez besoin de voir et il a créé cette personne pour vous. Quand il n'a plus eu besoin de vous, il a simplement laissé tomber le masque. Ce qui m'a le plus aidé dans mon processus de guérison, c'est de comprendre que mon expérience n'avait pas été unique. Grâce à des groupes de soutien en ligne et à des conversations avec d'autres femmes, j'ai découvert que les schémas de comportement d'Olivier étaient presque identiques à ceux que vivent les victimes d'abus narcissiques partout dans le monde. Le cycle était prévisible. Identification de la victime, love bombing, construction de la dépendance émotionnelle, dévalorisation progressive et finalement, le rejet lorsque la victime ne servait plus leurs objectifs. Comprendre que j'avais été victime d'une manipulation systémique et non de mes propres erreurs de jugement a été libérateur d'une manière que je n'avais pas anticipée. 6 semaines après notre rupture, j'ai reçu une information qui a complètement validé ma décision de ne pas confronter Olivier directement. Sophie, l'épouse du compagnon d'entraînement d'Olivier, m'a appelée avec des nouvelles qui m'ont fait me sentir à la fois justifiée et profondément triste pour Camille Dupont. Éléonore, je pensais que tu devrais savoir que Camille Dupont a rompu ses fiançailles avec son petit ami de la marine la semaine dernière. Apparemment, elle et Olivier vivent ensemble hors de la base depuis des mois et elle a dit à son ex-fiancé qu'elle avait trouvé l'amour de sa vie pendant le programme d'entraînement.
L'ironie m'a frappé immédiatement. Camille vivait exactement la même phase de lune de miel que j'avais vécue avec Olivier 1 an auparavant. Les mêmes mots, l'amour de sa vie, les mêmes promesses implicites d'un avenir parfait, la même sensation d'avoir trouvé son âme sœur. Dans 1 an, peut-être 2. Elle serait exactement là où j'étais maintenant, se demandant comment elle avait pu être si aveugle aux signaux d'avertissement. « Sophie ?» lui ai-je demandé. « As-tu envisagé d'avertir Camille du schéma de comportement d'Olivier ?» Honnêtement, oui, j'y ai pensé. Mais David me dit qu'elle est complètement amoureuse et qu'elle ne me croirait probablement pas. De plus, nous n'avons aucune preuve concrète de quoi que ce soit. Nous savons juste qu'Olivier est passé de complètement engagé avec toi à complètement engagé avec elle, en l'espace de quelques mois. Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui allait changer non seulement ma propre guérison, mais potentiellement aider d'autres femmes qui pourraient l'un se trouver dans des situations similaires. J'ai décidé de commencer à documenter publiquement mon expérience, non pas comme une campagne de vengeance contre Olivier, mais comme une ressource éducative pour d'autres femmes qui pourraient naviguer dans des relations avec des manipulateurs émotionnels. J'ai commencé par écrire une série d'articles sur mon blog personnel sur les signaux d'alerte dans les relations apparemment parfaites. Je n'ai pas mentionné Olivier par son nom, mais j'ai décrit en détail les schémas de comportement que j'avais vécus, les techniques de manipulation que j'avais reconnues rétrospectivement et les stratégies de guérison qui m'avaient aidé à me rétablir. La réponse fut écrasante. Dans les premières semaines, j'ai reçu des centaines de messages de femmes qui avaient vécu des expériences similaires. Beaucoup d'entre elles me remerciant d'avoir mis des mots sur des expériences qu'elles n'avaient pas su décrire. Certaines étaient au milieu de relations qu'elles reconnaissaient comme problématiques après avoir lu mes articles, et d'autres étaient à différentes étapes de récupération de leurs propres expériences avec des manipulateurs émotionnels. L'une des réponses les plus frappantes est venue d'une femme nommée Sandrine, qui avait été mariée à Olivier 5 ans avant que je ne le rencontre. Son message était une validation complète de tout ce que j'avais soupçonné sur ces schémas de comportement. Éléonore, quand j'ai lu tes articles, c'était comme lire l'histoire de ma propre vie. Olivier a utilisé exactement les mêmes techniques avec moi. Le love bombing initial, les promesses d'une vie parfaite, l'intégration apparemment parfaite avec ma famille, même les mêmes phrases spécifiques sur être la femme de sa vie. Quand il m'a jetée après 1 an et demi, il m'a fait me sentir comme si j'avais perdu la tête. Il m'a fallu des années de thérapie pour comprendre que j'avais été victime d'une manipulation systématique. Sandrine m'a raconté qu'il y avait d'autres ex-partenaires d'Olivier qui avaient eu des expériences similaires et qu'il avait un schéma documenté de relations intenses, de courte durée, où la femme finissait toujours par être caractérisée comme problématique ou mentalement instable lorsque la relation se terminait. Le plus dangereux chez les hommes comme Olivier, a écrit Sandrine, c'est qu'ils sont si convaincants que même après qu'ils vous aient détruite, vous continuez à vous demander si le problème n'était pas vous. Vos articles vont aider tant de femmes à comprendre qu'elles ne sont pas folles, qu'elles ne sont pas dramatiques et que ce qu'elles ont vécu était réel. Pendant cette période d'écriture et de guérison, j'ai également commencé à travailler plus intensivement sur mes propres projets professionnels. L'énergie émotionnelle que j'avais investie dans le maintien d'une relation problématique a été redirigée vers ma carrière et j'ai découvert que j'avais beaucoup plus de capacités créatives et productives que je ne l'avais réalisé. J'ai lancé un podcast sur les relations saines et la guérison des abus émotionnels qui a rapidement gagné un public dévoué. J'ai commencé à donner des conférences dans des universités sur la reconnaissance de la manipulation dans les relations et j'ai développé des ateliers pour les jeunes femmes sur la construction de l'estime de soi et l'établissement de limites émotionnelles saines. Le plus gratifiant était le retour que je recevais des femmes qui avaient utilisé les informations de mes conférences et articles pour identifier et sortir de relations problématiques avant que les dommages émotionnels ne soient plus graves. Savoir que mon expérience douloureuse servait à protéger d'autres femmes donnait un but et un sens à tout ce que j'avais vécu. Arthur, pendant cette période, a fait preuve d'une résilience qui m'a rempli de fierté maternelle.
Il avait géré l'absence d'Olivier avec l'adaptabilité naturelle des enfants et semblait même plus heureux et plus détendu sans la tension subconsciente qui avait été présente dans notre maison pendant les derniers mois de la relation. « Maman » m'a-t-il dit un après-midi alors que nous faisions nos devoirs ensemble, « je préfère quand on est juste nous. Je me sens plus libre. » Ces mots m'ont fait réaliser que même un enfant de 6 ans avait ressenti l'énergie toxique qu'Olivier avait apportée à notre foyer et que ma décision de mettre fin à la relation avait profité non seulement à mon bien-être, mais aussi à celui de mon fils. En décembre 2024, exactement 1 an après qu'Olivier m'eut demandé en mariage, j'ai reçu un message qui m'a fait sourire pour la première fois depuis des mois en pensant à lui. C'était de Camille Dupont. « Bonjour Éléonore, je sais que c'est étrange, mais j'avais besoin de te contacter. J'ai récemment découvert certaines choses sur Olivier qui m'ont fait comprendre que nous avons peut-être plus en commun que je ne le pensais. Serais-tu ouverte à prendre un café? Je crois qu'il y a des choses que je dois savoir et tu es la seule personne qui puisse m'aider à les comprendre. » J'ai rencontré Camille 1 semaine plus tard dans un café tranquille à Paris. Elle était encore plus belle en personne que sur les photos. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est de voir dans ses yeux la même confusion et la même douleur que j'avais ressentie pendant mes derniers mois avec Olivier. « Éléonore, je ne sais même pas comment commencer cette conversation », m'a-t-elle dit après que nous ayons commandé du café. « Mais j'ai besoin de te demander, Olivier t'a-t-il déjà fait sentir comme si tu perdais la raison ? Comme si tes sentiments et tes perceptions étaient complètement faux. » Au cours des 2 heures suivantes, Camille m'a raconté une histoire étrangement familière. Les mêmes schémas de comportement, les mêmes techniques de manipulation, même certaines des mêmes phrases spécifiques qu'Olivier avait utilisées avec moi. Mais le plus perturbant était de découvrir qu'Olivier avait commencé à la rejeter exactement de la même manière qu'il m'avait rejetée. Il y a 2 semaines, il m'a dit qu'il avait reconsidéré ses priorités de vie et qu'il n'était peut-être pas prêt pour l'engagement sérieux que nous avions planifié, m'a raconté Camille. Mais en même temps, j'ai remarqué qu'il passe beaucoup de temps avec une nouvelle lieutenant qui vient d'arriver à la base. Quand je lui pose des questions sur elle, il me dit que je suis paranoïaque et jalouse. J'ai dit à Camille exactement ce que j'aurais voulu que quelqu'un me dise 1 an auparavant. « Tu n'es pas folle, tes instincts sont justes. Et tu mérites bien mieux que ça. » Cette conversation a marqué la clôture complète de mon expérience avec Olivier. Voir Camille traverser exactement la même chose que moi m'a définitivement confirmé que j'avais pris la bonne décision en m'éloignant quand je l'ai fait et que ma guérison avait été complète et authentique. En revenant à Lyon cette nuit-là, je me suis assise sur la terrasse de la propriété avec maman, buvant du café et observant les étoiles comme nous l'avions fait tant de fois pendant mon enfance. « Comment tu te sens, ma fille ?» m'a demandé maman. « Libre ?» lui ai-je répondu sans hésiter. Complètement, sincèrement libre. Et c'était vrai. Pour la première fois dans ma vie d'adulte, je me sentais complètement à l'aise avec moi-même, complètement sûre de ma propre force et complètement optimiste quant à mon avenir. J'avais transformé une expérience de victimisation en une plateforme pour aider d'autres femmes. J'avais converti ma douleur en un but et j'avais découvert que j'étais bien plus résiliente que je n'aurais jamais imaginé. Arthur et moi construisions une vie belle et complète, entourée d'une famille et d'amis sincères qui nous aimaient inconditionnellement. Ma carrière s'épanouissait d'une manière qui dépassait mes rêves les plus ambitieux. Et le plus important, j'avais développé une relation avec moi-même basée sur le respect, l'autocompassion et une compréhension claire de ce que je méritais dans toute relation future. 6 mois plus tard, lorsque j'ai reçu la notification qu'Olivier avait épousé la nouvelle lieutenante, après seulement 3 mois de fréquentation, je n'ai ressenti ni douleur ni surprise. J'ai seulement ressenti une profonde gratitude d'avoir échappé quand je l'ai fait et un espoir silencieux que sa nouvelle victime serait plus chanceuse que Camille et moi ne l'avions été. Mais surtout, je me suis sentie fière d'avoir fait confiance à mes instincts, fière d'avoir priorisé mon bien-être et celui de mon fils, et fière d'avoir transformé une expérience traumatisante en une force pour le bien dans le monde. Mon histoire avec Olivier était terminée, mais mon histoire en tant que femme forte, indépendante et pleinement épanouie ne faisait que commencer.
Et voilà l'histoire complète d'Éléonore, une femme qui a refusé d'être définie par la trahison qu'elle a vécue, qui a transformé sa douleur en pouvoir et qui a converti son expérience en un outil pour aider d'autres femmes. Que pensez-vous de cette histoire? Vous identifiez-vous à une partie de l'expérience d'Éléonore? Laissez-moi vos pensées dans les commentaires. Mais n'oubliez pas que cette chaîne est un espace de soutien et de compréhension. Alors gardons la conversation respectueuse et empathique. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec les femmes importantes de votre vie. Nous ne savons jamais qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'elle n'est pas seule, que ses instincts sont valables et qu'elle mérite un amour qui l'honore et la respecte. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le tout de suite. Des histoires comme celle d'Éléonore doivent être racontées, doivent être entendues et doivent atteindre chaque recoin où une femme pourrait remettre en question sa propre réalité dans une relation toxique. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et rappelez-vous, vous méritez un amour véritable, un respect sincère et un bonheur complet. Ne vous contentez jamais de moins.